production de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a effectué une visite officielle ce mardi 25 mars au Burundi. Elle a été porteuse d'un message de solidarité et de reconnaissance du président Tshisekedi envers le peuple burundais et le gouvernement burundais. Et puis Médecins sans frontières a publié ce mardi 25 mars un rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre ». L'organisation alerte sur l'intensification des violences en Ituri en y évoquant les graves blessures soignées par ses équipes. À l'international, dans le secteur minier, l'or a dominé le fusion-acquisition en 2023 et 2024 au niveau mondial avec une hausse continue du prix de l'or. Cette tendance pourrait continuer en 2025. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, Thérèse Kayikwamba a été reçue au Burundi par le président Évariste Ndayishimiye dans le cadre d'une visite officielle. La ministre congolaise des Affaires étrangères a été porteuse d'un message de solidarité et de reconnaissance du président Félix Tshisekedi envers le peuple et le gouvernement burundais. La visite de Kayikwamba au Burundi visait également à renforcer les liens de coopération entre la RDC et le Burundi. Patience Wakeke. Reçue par le président burundais Évariste Ndayishimiye, la ministre congolaise des Affaires étrangères a porté le message de solidarité et de reconnaissance du président Félix Tshisekedi envers le peuple et le gouvernement burundais. Lors de cette visite, Thérèse Kayikwamba a mis en avant la volonté de la République démocratique du Congo de renforcer ses liens avec le Burundi à travers une coopération durable. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message sur le pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples, et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. La chef de la diplomatie congolaise a également insisté sur l'importance de renforcer ces relations bilatérales au-delà des crises actuelles qui affectent les deux pays. Depuis le début de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, près de 70 000 Congolais ont trouvé refuge au Burundi. Le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais. Ils ont été accueillis comme des frères, comme des sœurs, dit-on du côté du Burundi. Le séjour de Thérèse Kayikwamba au Burundi a aussi été marqué par des activités symboliques, dont la visite du patrimoine immobilier congolais au Burundi. La ministre des Affaires étrangères a visité un bâtiment autrefois propriété de l'ancien président Joseph Désiré Mobutu, aujourd'hui sous la gestion de la RDC. Parlons de cette visite de la ministre des Affaires étrangères à Thérèse Kayikwamba au Burundi avec José Junior Owawa. Il est chroniqueur à Géopolis Forum. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Damani. José Junior Owawa, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a séjourné à Bujumbura où elle a rencontré le président burundais Évariste Ndayishimiye. Comment peut-on comprendre cette visite de la ministre des Affaires étrangères? Merci beaucoup. En fait, la visite de la dame, la chef de la diplomatie congolaise dans la capitale burundaise, justement, s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la RDC et le Burundi qui, vous vous souvenez, en septembre 2023, les deux pays ont signé un accord de coopération militaire et qui a permis au Burundi de s'engager officiellement aux côtés de la FARDC, aux côtés de la RDC en y déployant ce militaire. On dénombre aujourd'hui plus ou moins 16 bataillons burundais qui avaient été déployés
déployés à l'est de la RDC, portant le nombre de plus ou moins 10 000 militaires burundais qui étaient sur le sol congolais. Et alors, à la fin de la guerre, en fait, à la fin de la des deux premiers épisodes, notamment la chute de Goma et de Bukavu, vous avez vu que le Burundi, à un moment, s'était retiré du sol congolais avec l'afflux des réfugiés que nous avons connus par moment. Et à un moment, les gens commençaient à critiquer la coopération entre les deux pays et que c'était une occasion pour Kinshasa de voir comment est-ce qu'on peut relancer justement cette coopération. Parce que, vous vous souvenez, dans la région des Grands Lacs, la sous-région des Grands Lacs, le Burundi est le rare de pays qui envoie ses militaires au Congo parce que dans cette région où le Burundi est frontalier de la RDC, de ce côté occidental, au nord, ce pays est borné par le Rwanda. Et chaque fois, le Rwanda et le Burundi sont des pays qui sont toujours en conflit parce que le Burundi, souvenez-vous, c'est un pays qui a été ravagé par des crises tant ethniques et civiles pendant des années 1976, 72 et jusqu'à, je crois, 2004. Et que ce pays a été reconstitué, en tout cas le bout de pays a été reconstitué par la prise du pouvoir par les régimes, par l'ethnie Hutu qui est minoritaire au Burundi. Aujourd'hui, que la RDC a décidé de pouvoir renforcer sa coopération militaire avec le Burundi, c'est justement pour chercher à avoir un allié, ce qui est l'allié aujourd'hui, l'allié de taille de la RDC dans ce coin, dans cette partie du continent. Et pour la RDC, il n'est pas question de perdre le Burundi pendant que la situation n'est pas encore stabilisée. Voilà, je vous garde encore avec moi, Monsieur Ohawa. On va d'abord prendre cet élément. Le président Félix Tshisekedi a pris part lundi 24 mars dans la soirée par vidéoconférence au deuxième sommet conjoint EAC-SADC qui a décidé de nommer 5 anciens chefs d'État africains comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Ce groupe de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais Joao Lourenço à qui le chef de l'État a rendu hommage. Patience Okeke. Le 24 mars 2025, 5 anciens chefs d'État africains ont été nommés facilitateurs à l'issue du sommet conjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, pour intervenir dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Ces facilitateurs auront la mission de choisir un médiateur qui remplacera le président angolais Joao Lourenço. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a rendu hommage à son homologue angolais, saluant son courage et sa constance dans le processus délicat qu'il a porté, ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semblait vaciller. Parmi les facilitateurs désignés, on retrouve plusieurs personnalités de renom, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ex-président sud-africain et l'ex-président de la République centrafricaine Catherine Samba Panza, ainsi que l'actuelle présidente de l'Éthiopie Sahle-Work Zewde. Au centre des discussions de ces sommets virtuels, co-présidés par le président kenyan William Ruto et son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa, figurait la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Ce sommet a permis d'adopter le rapport de la réunion ministérielle conjointe SADC et EAC qui s'est tenu le 17 mars dernier à Harare, au Zimbabwe. Le sommet a ordonné la mise en œuvre immédiate de la feuille de route adoptée lors de cette réunion qui définit des mesures à court, moyen et long terme pour résoudre les conflits, notamment la guerre menée par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda contre l'armée congolaise. Le communiqué final précise que les mesures immédiates doivent être exécutées dans un délai de 30 jours. Ce sommet a permis de poser une nouvelle étape importante pour la résolution de la crise qui secoue l'est du pays. Je reviens à vous, Monsieur Ohawa. Glissons cette fois-ci cette question de consultation politique en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a débuté ses consultations hier en vue de la formation de ce dit gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette initiative dans le processus de paix en RDC? Oui, merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faudrait attendre, je voulais, avant de parler justement de ces consultations, je m'irais juste un petit commentaire sur les images qu'on venait de suivre autour de l'offensive
l'offensive diplomatique de la RDC pour tenter de trouver une solution à la crise congolaise. Vous savez qu'aujourd'hui, la crise a été un peu jaugée par tout le monde au sein de la sous-région des Grands Lacs au niveau international. Vous avez vu, par exemple, j'ai noté ici, il y a l'Angola qui s'était engagé à un certain moment après le désistement du président angolais, Lourenço, qui a été nommé dans l'entretemps, qui a été désigné dans l'entretemps le président de l'Union africaine. Il a dit qu'il ne participait plus, il n'était plus facilitateur de cette crise. Et bien, coup de tonnerre, il y a quelques jours, c'est la même présidence angolaise qui a annoncé effectivement que la RDC et les M23 s'étaient mis d'accord, en tout cas le président Tshisekedi a accepté de pouvoir négocier directement avec la rébellion. Et on nous a annoncé cette rencontre qui devait avoir lieu le mardi dernier. Finalement, ça n'a pas eu lieu parce que les M23 ne s'est pas déplacé alors que la délégation congolaise était sur place. Aujourd'hui, vous avez vu au niveau de la sous-région, les acteurs de la sous-région et au niveau même régional, on a nommé les facilitateurs, dont l'ancien président nigérian qui était Olusegun Obasanjo, qui est un homme d'expérience, qui a été dans toutes les crises, tous les conflits au niveau du continent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilitateurs qui ont de l'expérience, qui peuvent apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, en même temps, il y a l'initiative au niveau local et le pays a besoin justement de la paix. Vous avez suivi la déclaration de Madame la ministre des Affaires étrangères qui a dit qu'il y a nécessité pour garantir la paix. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'une discussion directe avec le M23 et on parle déjà de cet échange entre le président Tshisekedi et son homologue le rwandais à Doha, au Qatar. Et on parle également, certaines sources parlent d'une possible rencontre entre les leaders du M23 AFC avec les autorités qataries, justement pour tenter de trouver la situation. Et c'est dans ce contexte que le président Tshisekedi a décidé de pouvoir finalement rencontrer la classe politique, parce qu'on critique aussi ses méthodes par le fait qu'au niveau local, il y a eu beaucoup de dissensions, ce qui permettait à ce qu'il y ait finalement l'infiltration de l'étranger, l'influence étrangère sur la RDC, et que dans ces cadres-là, que les consultations avaient été annoncées par le président lors d'une rencontre avec les membres de l'Union sacrée, la plateforme politique qui les soutient, et finalement son conseiller récemment nommé par le chef de l'État qui a pris l'initiative et qui a été chargé par le président de pouvoir mener ces consultations. Et déjà hier, il a rencontré les chefs de corps, notamment le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Sama Lukonde, qui est président du Sénat. Il a rencontré d'autres responsables gouvernementaux, notamment le Premier ministre, Madame Souminois. Et aujourd'hui, ces consultations semblent donner, mais encore du côté de la majorité présidentielle, parce que dans l'entretemps, vous avez l'opposition qui ne veut pas participer qui boycotte ASCO. Vous voyez, dans cet élan, dans cette perspective, est-ce que vous avez la chance de pouvoir donner à ces consultations si jamais il n'y a pas l'opposition qui y participe? Et finalement, c'est dans ce cadre-là que nous pensons que pour que les consultations là puissent réussir, peut-être qu'il faut encore élargir, peut-être faire encore le maximum de concessions pour que les deux parties puissent se rencontrer. Et vous voyez que l'opposition exige que ce qui doit être pris en compte, c'est justement les conclusions, ou soit la mouture préparée par la CNCO. Donc, si cette note de bon espoir, que nous puissions, et nous espérons que les négociations vont aboutir avec un maximum d'acteurs qui participent et l'inclusivité dont elle a besoin. Voilà, merci à vous, Monsieur José Junior Owawa, pour cette intervention. Merci beaucoup aux téléspectateurs de Géopolis pour la confiance. Autre chose, le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, a exprimé l'engagement de son ministère à soutenir le centre neuropsychopathologique de Kinshasa dans le but d'améliorer la prise en charge des maladies mentales et d'apporter un soulagement aux Congolais marqués par l'agression rwandaise. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence sur le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement du Congo » organisée dans le cadre de la semaine célébrant le cinquantenaire du CNPP dans Momad. Le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP, souffle cette année ses 50 bougies. À cette occasion, une conférence a été organisée sur le thème « Santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour le développement du Congo ». Un événement qui a vu l'intervention du ministre de la Santé. Dans son discours, le docteur Samuel Roger Kamba a souligné l'importance capitale de cette institution, particulièrement dans un contexte où la guerre, l'agression rwandaise et ses conséquences dramatiques sur la population affectent lourdement la santé mentale des Congolais. Les troubles que traverse notre pays, et en l'occurrence la dernière attaque
barbare du Rwanda aggrave ce phénomène. Et nous avons un taux de maladie mentale, et je ne parle pas de folie, parce que les gens, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on parle de fou, mais on parle de maladie mentale. Tous ceux qui souffrent du déplacement, tous ceux qui souffrent de la violence, tous ceux qui souffrent des traumatismes cognitifs de plusieurs ordres, toutes ces personnes-là représentent un taux très important dans notre population. Le ministre a promis de soutenir le CNPP à travers son ministère. Il a également souligné l'importance de doter cette institution de matériel performant et moderne, ainsi que la formation continue du personnel. Le ministère de la Santé, lui, s'engage pour que le fonctionnement du CNPP, notamment la capacité à faire le diagnostic, soit au rendez-vous. Un autre point crucial évoqué par le ministre concerne la nutrition. En effet, le docteur Samuel Roger Kamba a insisté sur l'impact déterminant de l'alimentation sur le développement cérébral des enfants, soulignant que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant sont cruciaux pour son développement cognitif. On s'étonne souvent, quand on donne un ordre à quelqu'un, on se rend compte que dès que vous donnez 2 ordres, il n'arrive pas à suivre, et on a déjà oublié qu'il a été en malnutrition chronique dans les 1000 premiers jours de la vie et que son cerveau est atteint définitivement. L'engagement dans la santé mentale est une démarche globale qui passe par l'éducation, la nutrition et bien entendu l'amélioration continue des infrastructures de santé. Célébrant les 50 ans du CNPP, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir cette institution essentielle pour la santé mentale des Congolais et pour l'avenir du pays. Le rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre » publié ce mardi 25 mars par Médecins sans frontières, alerte sur l'intensification des violences en Ituri à l'est de la RDC. L'organisation y évoque les graves blessures soignées par ses équipes et souligne les besoins urgents des communautés affectées par les attaques récentes, les déplacements massifs et la réduction de l'aide humanitaire. Domomat et Giscartamba étaient sur place. On l'avait évoqué, ce rapport, sur base des données collectées en 2023 et 2024, fort de beaucoup de témoignages des patients et des communautés, effectivement veut tirer à juste titre l'attention sur un contexte. Et quand on parle de contexte, c'est des communautés, des patients, des bénéficiaires, des gens avec un degré de souffrance qui reste inacceptable. Alors oui, c'est porter la lumière, témoigner davantage, parce que ça fait partie intégrée de qui nous sommes, Médecins sans frontières, au chevet des malades, et lancer des appels très clairs. Et notamment, un des appels, c'est que davantage, il y a une attention proportionnelle, portée au conflit et à ses conséquences, l'impact des violences au niveau de l'Ituri. Cela engage les leaders communautaires. Cela engage ceux et celles qui ont un rôle et responsabilité, un pouvoir d'influence et de changement. Ça engage les acteurs humanitaires et les bailleurs. Et Médecins sans frontières, à travers ce rapport, témoigne que depuis 2003 présent, nous resterons au chevet des malades et des communautés autant que les besoins sont là. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré ce mardi l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, dirigée par sa présidente Marie-Thérèse Keita Bokoum. Les discussions se sont centrées sur l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle afin de mettre un terme à l'impunité des crimes les plus graves commis sur le territoire national, en particulier dans la région de l'Est en proie à l'agression rwandaise. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par Madame le Premier ministre pour justement échanger sur notre nouveau mandat qui a été décidé par la résolution en octobre et renforcé par la résolution du Conseil du 7 février 2025 qui a aussi créé 2 autres organes très importants qui sont une commission d'enquête et une commission d'établissement des faits. Donc nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a
depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations. Et là, c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. Et la première ministre a accueilli favorablement notre mandat, puisque c'était aussi une quête du gouvernement, accueilli favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière, mettre en œuvre ce mandat. Et puis la première ministre Judith Suminwa a pris part à la cérémonie de commémoration du décès de Joseph Kasavubu, héros national et premier président de la République démocratique du Congo, organisée par la Notabilité Congo en collaboration avec sa famille biologique. L'événement s'est déroulé au rond-point Kimpwanza dans la commune de Kasavubu en présence des nombreuses personnalités du pays, notamment des députés nationaux, des sénateurs, le bourgmestre de la commune de Kasavubu ainsi que les autorités coutumières nées Congo. Dépôt d'une gerbe de fleurs devant le monument, avant d'effleurer du doigt la table de travail en bois bien conservée et d'examiner les documents signés par celui qui a présidé à l'avenir de la RDC après l'indépendance. C'est ainsi que la première ministre a voulu à la fois honorer et s'imprégner à nouveau de valeurs du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Pour de nombreux participants, l'une des valeurs défendues par Kasavubu, à savoir l'unité de la RDC, est également défendue par la première ministre à travers la campagne congolaise Téléma, d'où leur adhésion à la dite campagne. La participation de Madame la première ministre, c'est un honneur fait d'abord à un père, ensuite à un héros. Je voudrais féliciter tous les présidents qui sont passés après Kasavubu, qui ont préservé du moins sa mémoire dans les avenues, dans les bateaux ou bien des monuments qui gardent encore le nom historique de Kasavubu. L'homme qui est jusqu'à ce jour un symbole d'humilité, un symbole de simplicité, un symbole de sérieuxité et bien évidemment un modèle de gestion. Tous les Né-Congo se sont ensuite retrouvés à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en mémoire de 56 ans de la mort de Joseph Kasavubu. Dans son homélie tirée de Jean 11, 17 à 27, l'officiant du jour a demandé aux fidèles chrétiens de s'inspirer de l'intégrité et de la simplicité des Kasavubu pour changer les choses dans le milieu où ils évoluent. Pour rappel, Joseph Kasavubu, né en 1917 à Dizi, près de Tchiela, dans l'actuel Congo central, est décédé le 24 mars 1969 à Boma. Il a gouverné le pays pendant 5 ans avant d'être évincé par un coup d'État orchestré par le feu président Mobutu. Rendons-nous dans la province de l'Ituri, un bâtiment administratif en faveur du territoire de Mahagi. Ceci entre dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires pour l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de ce territoire. La remise provisoire de ce bâtiment aux autorités du territoire a eu lieu ce mardi. Le point avec Sélémani Junior. L'Ituri, une province sous état de siège à la tête du lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun, demeure la province championne dans l'exécution du PDL, 145 territoires. Ce programme avance à pas géant. Le territoire de Mahagi dispose désormais d'un imposant bâtiment administratif en remplacement de celui hérité de l'époque coloniale. Ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage à doter tous les
territoire de la RDC, des infrastructures, des bases adéquates. La cérémonie de la remise provisoire de cet édifice à l'administration du territoire de Mahagi à Ili, ce mardi au chef-lieu de ce territoire. Le colonel Jacques Dussanoa Laloua, administrateur de ce territoire, a eu des mots justes pour remercier le géniteur de ce projet bénéfique pour la communauté. C'est ici l'occasion de rendre les hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour le progrès et le bien-être des communautés en partant du Congo profond au cœur des priorités nationales. Le délégué de Beseko revient sur les réalisations à ce jour de ce programme. À Mahagi, il y a 19 projets, dont 12 écoles, 6 centres de santé et un bâtiment administratif réceptionné ce jour et mis en œuvre par l'entreprise New As Building. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Djakonga, la construction de ces bâtiments administratifs réaffirme davantage l'autorité de l'État dans ce territoire. Nous ne pouvons qu'être plus satisfaits parce que ce bâtiment a été bijou que le chef de l'État a donné à la population du territoire de Mahagi tout entière. Et nous tenons à les remercier très sincèrement par rapport à cette action. Signalons que ce bâtiment est équipé en mobilier et outils informatiques. Il s'ajoute aux 2 autres construits en parfaite utilisation sur les 5 territoires de l'Ituri répartis dans 3 projets en province de l'Ituri. Maître Matiav fait partie des femmes qui inspirent en République démocratique du Congo grâce à son leadership, son esprit ouvert et sa capacité managériale. Avocate spécialisée en droit de l'environnement, du développement durable, de l'eau, de la biodiversité et des droits des populations locales et autochtones, elle s'engage également pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Voici le portrait de Maître Matiav dans ce commentaire. Licencié en droit public international de l'Université protestante du Congo en 2006, Matiav a d'abord acquis une riche expérience professionnelle avant de se réorienter vers le droit. Elle a notamment occupé des postes de conseillère juridique à l'ambassade de la RDC aux États-Unis, d'associée vers Varenne Sarel, de chef-pays à Alex Stewart International et d'attaché de direction à Kamuto Copper Company Sarel. Avec une expertise dans les secteurs maritimes et miniers ainsi que dans la responsabilité sociale des entreprises, elle a contribué au rapport de l'initiative des transparences dans l'industrie extractive. Elle a mis en place un système de vérification de paiement et du rapatriement des redevances minières. Après son passage dans des multinationales, elle a poursuivi des études en droit international de l'environnement à l'American University Washington College of Law, où elle a obtenu un master en 2015. De retour à Kinshasa, elle prête serment en 2019 et ouvre son propre cabinet spécialisé en affaires environnementales en 2022. Maître Yav est aussi active dans diverses associations, notamment la Commission scientifique de l'Alliance internationale de femmes avocates en RDC, l'Union de femmes avocats de Kinshasa et les conseils d'administration des Conserves Congo. Elle est également cofondatrice des Mohindo Sarel, une association dédiée à la promotion du cheveu afro et de la beauté de la peau noire et métisse. Parallèlement, elle est présidente de la commission de boxe professionnelle à la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa. On présente souvent la force comme un avantage. Okay. Je pense que les personnes qui savent être vulnérables sont en fait les personnes qui ont le plus de poigne parce qu'elles savent encaisser. Mais aussi, elles savent se protéger. Si vous me voyez comme ça, vous ne pouvez pas savoir que je peux encaisser. Tout ce que les gens voient, c'est peut-être le mur, c'est peut-être... mais c'est aussi parce que je ressens beaucoup les émotions, les énergies, que j'ai appris à les gérer. Entrepreneur social et juridique, Maître Yav se consacre à la recherche des solutions durables en intégrant les femmes, la jeunesse et la minorité dans son travail. Son ambition, son dynamisme et son engagement ne connaissent pas de limites et son histoire ne fait que commencer.
En sport, les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les Mourabitoun de la Mauritanie tout à l'heure à 22h, heure de Kinshasa à Nouadhibou en Mauritanie. Cette rencontre cruciale pour la RDC entre dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Blaise Kozola. Le match entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie de ce mardi 25 mars à Nouadhibou est déterminant pour le coéquipier de Théo Bongonda, jusqu'à-là meilleur buteur des Léopards aux éliminatoires du mondial avec 2 buts. Le joueur du Spartak Moscou a déjà été décisif contre la même équipe mauritanienne lors de la première journée à Kinshasa. Comme lui, Cédric Bakambu est également la bête noire de Mourabitoun. Il a marqué 2 fois contre cette formation lors de qualifications à la CAN Côte d'Ivoire 2024, c'était à Lubumbashi et à Nouakchott avant de sortir sur carton rouge. Actuellement, l'RDC reste certes invaincu devant la Mauritanie, mais cette fois-ci, il faudra faire mieux, surtout que les dernières prestations des Léopards n'ont pas donné satisfaction, malgré la victoire étriquée 1-0 à Kinshasa face au Soudan du Sud, dernier du groupe avec 2 points. Non, je pense que toute équipe qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde a que des matchs difficiles. Ce sont des matchs très difficiles, quel que soit l'adversaire. On connaît le passé avec la Mauritanie. J'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir lors de notre première rencontre à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain, ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe, parce que la Mauritanie est en pleine progression. C'est vrai qu'elle a pris un virage, on va dire un deuxième ou un troisième virage après Corentin, Amir et maintenant avec un coach espagnol. Je sais que oui, effectivement, ils sont assez loin au classement et que leur objectif est forcément de reconstruire quelque chose d'une équipe, et c'est pas forcément le même effectif, mais nous on se concentre sur nous-mêmes. Quel que soit l'adversaire, qu'on respecte beaucoup, et je le répète, voilà, on a besoin demain d'avoir un bon match, que le Congo fasse un bon match, que la Mauritanie fasse un bon match et surtout que l'arbitre fasse un bon match. Une victoire en déplacement lors de cette première journée de la phase retour en vaut la peine, puisque cela va permettre aux Léopards d'aborder le prochain match avec détermination, sachant qu'il va falloir se déplacer 2 fois et recevoir également 2 fois. Même si la course à la qualification reste encore longue, les choses commencent à se dessiner dès maintenant, car chaque point compte pour continuer à garder son destin en main jusqu'à la dernière journée qui va se disputer à Kinshasa contre le Soudan, actuel leader du groupe. Faisons place à présent à la page internationale. En 2023 et 2024, l'or a dominé le fusion d'acquisition dans le secteur minier au niveau mondial, avec une hausse continue du prix de l'or et une raréfaction à des grandes découvertes de gisements aurifères. Cette tendance pourrait continuer en 2025. Suivez. Pour la 2e année consécutive, l'or a en effet dominé les fusions-acquisitions dans le secteur minier en 2024. L'année dernière, le métal jaune a ainsi représenté plus de 70% des deals dans le secteur minier, avec 43 opérations totalisant 19,3 milliards de dollars. L'or devrait rester une cible privilégiée pour les investisseurs en 2025, soutenu par un prix record à 3 000 $ l'once, après avoir gagné plus de 10% depuis janvier 2025 et près de 30% sur l'ensemble de 2024. Cette hausse alimente l'appétit pour les acquisitions dans un contexte où les nouveaux gisements de qualité se font de plus en plus rares. Pour les producteurs, la croissance ou même le maintien des niveaux de production dépendent davantage du rachat d'actifs ou d'entreprises en complément des efforts d'exploration organique. L'Afrique, avec ses rêves d'or considérables, pourrait bien se retrouver au cœur de cette dynamique. Le rachat de son en main et de sa mine d'or égyptienne Sukari par Anglo Gold Ashanti a été classé comme la
troisième transaction la plus importante du secteur minier en 2024 avec une valorisation de 2,5 milliards de dollars. Sur le continent, on retrouve la plupart des principaux producteurs mondiaux comme Newmont et Barrick Gold, respectivement numéro 1 et numéro 2 mondial. Et puis, les importations américaines de kérosène ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an, marqué par une poussée significative de l'offre en provenance de la raffinerie nigériane Dangote, la plus grande d'Afrique. Les États-Unis deviennent un débouché important pour la raffinerie du groupe qui a accru ses exportations de kérosène. Selon les données du service de suivi des navires Kpler, ce sont 6 cargaisons représentant environ 1,7 million de barils de kérosène qui ont été expédiés vers les ports américains depuis la raffinerie Dangote en ce troisième mois de l'année, rapporte Reuters. Ces exportations ont propulsé les importations locales de kérosène aux États-Unis à environ 226 000 barils par jour, atteignant leur plus haut niveau depuis février 2023, ajoute le confrère. Cette méga raffinerie qui a démarré sa production en janvier 2024 après plusieurs années de retard a rapidement atteint environ 85% de sa capacité totale qui est de 650 000 barils par jour. Cette avancée en production lui permet désormais de jouer un rôle crucial dans les échanges mondiaux de carburant, notamment avec l'Amérique. En envoyant du kérosène aux États-Unis, le groupe nigérien commence à rivaliser avec les producteurs traditionnels d'essence et de kérosène, notamment européens. Avec ces augmentations de ses exportations, le marché américain devient un débouché pour le groupe nigérien qui ne parvient toujours pas à profiter de la promesse d'un marché local en raison de plusieurs contraintes. La raffinerie vient d'annoncer qu'elle suspend la vente de ses produits pétroliers en naira en raison de la dépréciation récurrente de cette monnaie locale. Une autre manière de vous informer dans ce journal, c'est avec cette revue de presse sélectionnée et rendue par Don Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Ouragan qui rapporte que, comme promis, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberande Kolongele, a entamé lundi les consultations. Il a échangé notamment avec la première ministre Judith Suminwa ainsi que le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde et de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Cependant, selon le tabloïd, les sons discordants proviennent de l'opposition où plusieurs figures majeures ont rejeté fermement l'initiative du président Tshisekedi. Les titres en une du journal résument bien cet état de fait. Consultation, les régés cinglants de Fayulu, Katumbi, Kabila, Sesanga et Matata. Le journal de son côté avance que ces consultations ne sauraient résoudre la crise compte tenu de la présence des animateurs des institutions issues des élections chaotiques de décembre 2023. Le FCC de Joseph Kabila soutient que toutes les institutions et tous les animateurs d'institutions issues de ces élections sont illégitimes, ce qui constitue, selon Raymond Chibanda, coordonnateur du FCC, une des principales causes de la crise actuelle. Avec l'absence de poids lourd de l'opposition, Forum d'Alsace craint que cette initiative ne se transforme en un simple remaniement ministériel. Entre-temps, l'insécurité persiste dans l'est de la RDC. En revanche, Info 27 présente un tableau différent des consultations. Selon la consoeur, les premières voix qui se sont fait entendre à la suite des échanges semblent marquer un engagement sans équivoque. Samaloukonde a appelé à l'unité nationale sans distinction aucune. Augustin Kabouya a insisté sur le rôle moteur de l'UDPS, tandis qu'André Mbata a évoqué l'urgence d'un gouvernement réactif. Vital Kamerhe, pour sa part, a refusé de se contenter d'un simple compromis politique, réclamant un véritable pacte national, et Bahati Lukwebo a mis l'accent sur la nécessité d'une mobilisation sur deux fronts, militaire et social. Géopolice Hebdo relaie également un appel à la trêve politique de Justin-Marie Bomboko Jr. Il met en lumière le grave danger qui menace le pays en raison de l'agression rwandaise. Selon lui, le plus grand défi pour la classe politique congolaise reste sa capacité à préserver l'unité et l'intégrité du pays face à ces menaces extérieures. Enfin, la prospérité, dans un registre plus axé sur la diplomatie internationale,
internationale rapporte que le Parlement européen a exprimé des vives préoccupations concernant la situation en RDC, en particulier l'escalade de la violence dans l'Est où le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda contrôle la ville stratégique de Goma. Dans une résolution adoptée le 13 février, le Parlement européen a demandé à l'Union cycliste internationale d'annuler le championnat du monde de cyclisme 2025 prévu à Kigali en septembre si le Rwanda ne modifie pas sa position. Ainsi se termine cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Place au rappel des titres. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba a effectué une visite officielle ce mardi 25 mars au Burundi. Elle a été porteuse d'un message de solidarité et de reconnaissance du président Félix Tshisekedi envers le peuple et le gouvernement burundais. Et puis, Médecins sans frontières a publié ce mardi 25 mars un rapport intitulé « Risquer sa vie pour survivre ». L'organisation alerte sur l'intensification des violences en Ituri en y évoquant les graves blessures soignées par ses équipes. À l'international, dans le secteur minier, l'or a dominé les fusions-acquisitions en 2023 et 2024 au niveau mondial, avec une hausse continue du prix de l'or. Cette tendance pourrait continuer en 2025. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.